que je veux simplement vous dire, c'est la légitimité qui fait qu'on peut s'adresser à vous, c'est simplement le fait qu'on est à l'écoute de nos clients. Et nos clients, c'est qui? Ce sont des entreprises généralement de taille significative qui sont assez matures dans les pratiques du marketing direct et dans la mobilisation des canaux digitaux en support du marketing direct. Et nous agissons pour eux en qualité d'éditeurs de solutions logicielles. C'est-à-dire que dans nos équipes, on a des gens qui développent du logiciel, et ce logiciel, on le met à disposition sous forme de plateforme des entreprises, et ce sont leurs agences et ce sont les annonceurs qui les utilisent, et donc on est, de ce point de vue-là, des gens qui mettent à disposition de la ressource technologique et pas qui l'activent. Et le métier qu'on fait, il est au carrefour de 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est celui du marketing direct. C'est vraiment un gène super important, et les caractéristiques du marketing direct, c'est toujours d'essayer de rentrer en relation, de penser à la prochaine action, de tester, de vouloir mesurer le résultat, d'être très orienté sur le dialogue personnalisé entre les personnes. On est évidemment extrêmement sensible au marketing digital parce que c'est l'univers dans lequel le marketing direct croît le plus, et c'est là-dedans que nos clients investissent le plus massivement. Regardez simplement en termes de tendance, la part des investissements publicitaires qui sont consacrés aux médias digitaux, elle n'arrête pas de croître, et derrière, de plus en plus de personnes commencent à réagir en termes de mais comment est-ce que, du fait de l'utilisation du digital, je peux mesurer les résultats de ce que je fais. Il y a tout ce qu'on appelle le data-driven marketing, qui était très fort lié au marketing direct, et qui a cette capacité à constituer des bases de données et à apprendre à mieux connaître son consommateur ou son client en traitant de la donnée qu'il nous confie au travers des interactions qu'on a avec lui. Et puis, il y a le CRM opérationnel, qui est ce que vous avez vécu dans beaucoup d'entreprises, qui est la capacité à mettre à disposition des outils, on espère le plus conviviaux possible, des équipes qui sont en face à face avec le client, ce qu'on appelle le front office et le middle office, et qui doivent permettre de dérouler une série de processus d'entreprise, généralement dans des objectifs de satisfaction ou de support du client ou de pratique du marketing. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 2012 sera l'année de l'intelligence marketing? Et aujourd'hui, comme le thème c'est Connect, je trouvais que le neurone, quelque part, c'était une bonne image de ce qu'on essaye de faire ensemble. Alors, première tendance, mais je crois que tu l'as bien relevé, c'est que tout s'accélère. Et quand vous regardez un petit peu l'histoire, combien de temps il a fallu pour apprendre le premier million d'utilisateurs, je vous laisse lire. Quand on a lancé l'iPad, il a fallu un jour pour télécharger le premier million d'utilisateurs, alors qu'il a fallu 125 ans pour le téléphone fixe. On est dans un univers, nous, marketeers et prestataires, etc., où tout s'accélère à une vitesse de fou. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour accepter cette croissance. Deuxième chose, et tu l'as montré très brillamment avec ton slide, il y a une explosion du nombre de médias digitaux et de façon de communiquer. Alors c'est un slide qui a été fait par des consultants américains qui ont essayé de trouver la meilleure façon de représenter l'ensemble, sous forme de cette rosace, l'ensemble des médias 2.0 avec lesquels on peut interagir avec un client. On trouve YouTube, enfin toutes les gammes dedans, vous les retrouverez sur le net facilement. Et donc, du point de vue du marketing, ça conduit à quoi? Ça conduit à une énorme fragmentation des audiences, et ça conduit évidemment à une multiplication des canaux et des médias. Et donc on va retomber sur la problématique du cross-canal tel que le considère. Et puis parallèlement à ça, la demande en interaction, elle explose. Parce que toutes ces personnes avec qui on communique, vous-même aussi, vous devez devenir de plus en plus réactifs. Et donc nos entreprises, elles se demandent vraiment quelles sont les méthodes pour engager le dialogue avec un aussi grand nombre de personnes à la fois, tout en tenant compte, ou en tenant en compte plutôt, les attentes de personnalisation de chacun. Et puis, on est tous de plus en plus impatients. Je ne sais pas si vous voyez souvent des films de cette nature-là, mais c'est plutôt des attroupements et des bousculades qu'on verrait en ce qui concerne la façon de fréquenter le web. Et la bonne image de ça, c'est la durée de demi-vie d'une URL courte publiée sur Twitter. Il y a quelqu'un qui a une idée de la durée de demi-vie, c'est-à-dire la période pendant laquelle elle a passé la moitié de sa durée d'existence. Idée? On est à moins d'une heure. Donc la durée de demi-vie d'une URL sur Twitter, bon alors maintenant c'est statistique, donc il y en a qui durent plus longtemps parce qu'elles sont rebondies, mais globalement quand vous poussez un message, c'est la même chose, vous regardez la vitesse à laquelle votre boîte email se remplit, dès que c'est sorti du champ de vision, c'est oublié. Quand vous faites de l'email marketing, il faut regarder les taux de clics, l'apogée de la fréquentation de ce clic, ça vient extrêmement rapidement. Donc on a un monde où vraiment on doit agir de plus en plus rapidement. Et puis, il faut souhaiter bienvenue à la génération Y. Qui se considère parmi nous comme représentant de la génération Y? C'est-à-dire ceux qui sont nés avec un ordinateur dans les mains ou presque. Ils ne sont pas encore très très longs. Quand même, allez-y. Bienvenue, parce que je pense que vous agissez comme
des amplificateurs des tendances sous-jacentes. Et à nous de nous laisser interpeller, parce que s'ils ne sont pas déjà nos clients, parce que comme ils investissent déjà pas mal, eh ben, ils le seront très certainement. Et en plus, s'ils sont tous dans leur premier emploi, où ils sont en train de finaliser leurs études, et c'est eux qui vont fondamentalement influencer les tendances. Alors, regardons quelques aspects de leurs réflexes naturels, et vous me direz si vous vous reconnaîtrez. Bon, d'abord, on est dans une génération où on demande beaucoup plus qu'auparavant, et beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de modestie, je dirais, l'avis des amis. Donc on sollicite la collaboration, on travaille un petit peu en bande et en tribu. On partage les coups de cœur comme on partage les coups de gueule, et on y va assez franchement. On s'informe avant d'acheter et on partage les bons plans avec les autres. Et on est extrêmement connecté, c'est-à-dire parfois jour et nuit, et ça on verra une illustration un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? D'accord. Deuxièmement, avec les médias sociaux, ben, on voit arriver ce que tu as un petit peu décrit, à savoir que ce sont les consommateurs qui deviennent le média. Et vous savez, quand les spécialistes de l'achat média réfléchissaient aux méthodes de classifier un peu les investissements, Forrester, il y a 2 ans, est venu avec un concept de paid, owned et heard médias. Eh bien, cette partie des médias heard, pour dire mérité, gagné, cette partie elle est directement liée à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À savoir, à partir du moment, et tu l'as décrit dans ce qu'on a fait, à partir du moment où on commence à investir, qu'il y a un flux positif qui se crée, eh bien, on a quelque part gagné une série d'occasions de rentrer en contact avec des consommateurs ou des clients, qui sont simplement basés sur le rebond naturel, ce qu'on appelait le bouche à oreille en son temps, mais qui maintenant est beaucoup plus industrialisé, je vais vous dire. Alors, le paradigme de tout ça, et le bon exemple, c'est le mobile. En effet, le mobile, d'abord, c'est un objet extrêmement personnel et individuel. Vous n'allez pas laisser tout le monde accéder à votre mobile et au contenu de ce qu'il a. Deuxièmement, il est omniprésent. Certains donnent même avec leur mobile allumé. Et donc, il ne s'agit pas de leur envoyer des messages à toute heure du jour et de la nuit, parce que sinon, monsieur ou madame est sacré. Troisièmement, il est multicanal par essence. C'est ce même terminal qui va vous permettre de téléphoner, d'aller sur le web, sur les réseaux sociaux. Ben, vous êtes des utilisateurs actifs, donc vous savez ce qu'il en est. Quatrièmement, c'est l'importance croissante de la localisation. On va rentrer dans une ère où on va de plus en plus pouvoir faire appel à ces caractéristiques de géolocalisation. Pourquoi? Parce qu'on va se rapprocher de plus en plus de l'acte d'achat, et donc de l'endroit où on prend des décisions qu'on qualifie avant d'impulsives, et qui sont de plus en plus aussi préparées, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un device ou un terminal qu'on considère de plus en plus comme intrusif. N'essayez pas d'envoyer un SMS ou d'appeler quelqu'un sur son mobile. Si vous n'avez pas obtenu la permission de l'appeler, vous allez vous faire fermer la porte au nez dans bien des cas, et vous allez être perçu comme étant quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Ça pose la question de qui prend l'initiative, parce que de plus en plus, c'est évidemment le détenteur du terminal lui-même qui va prendre l'initiative. Ensuite, ça pose d'énormes questions d'ergonomie. Je l'ai discuté tout à l'heure avec des personnes qui développaient des applications mobiles. L'ergonomie, c'est un espace clé dans ce domaine-là, et il faut que énormément de gens se laissent interpeller. Et enfin, c'est le grand retour des applications. Et puis la question, enfin, du micro-paiement. Ce sont une série de phénomènes qui vont influencer, vous allez voir, les tendances pour le futur. Alors, je vais simplement prendre ce petit slide parce qu'on a parlé de multicanal et de cross-canal, pour faire la différence. Alors, j'ai essayé de choisir 2 images qui expriment ça. Alors, tu as donné une partie de la réponse tout à l'heure dans ton slide, mais ce que je veux simplement dire, c'est que la différence entre les deux, fondamentalement, c'est la posture que vous prenez. Le multicanal, ça représente la problématique de l'entreprise et de son passé, et de sa façon historique de travailler en silo. Le cross-canal, c'est le point de vue qui reprend le point de vue du consommateur. C'est-à-dire, quand on se place dans le point de vue du consommateur et qu'on regarde le trajet que fait un consommateur pour rentrer en relation avec la marque, eh bien, on se rend compte inévitablement qu'il va passer d'un canal à l'autre selon sa volonté, selon sa disponibilité, selon l'outil qu'il va utiliser pour interagir avec la marque. Et ce qui provoque dans les entreprises un énorme besoin de changement, parce que toutes nos entreprises sont un peu des Titanic, et malheureusement, on est sur un bateau, donc il est bien ancré, mais ça nous rappelle que les bateaux, ça ne vire pas aussi vite que ça, et donc il s'agit pour nos entreprises de mettre en place une série de démarches pour évoluer. Et la première démarche que je voudrais vous recommander à tous, c'est de faire un nœud dans votre canon à email. Pourquoi? Simplement parce que les médias digitaux, les pratiques,
notamment l'email marketing, est un média tellement peu cher, tellement facile à appareiller en volume, que on a submergé nos consommateurs de messages. Et l'objectif, c'est de passer à une communication qui est beaucoup plus orientée sur le client lui-même. Et donc ça pose la question de savoir, avant ça, notre objectif c'était d'interrompre les gens dans ce qu'ils étaient en train de faire. De plus en plus, on doit, avec les médias sociaux et avec le Web 2.0, se mettre dans une dynamique de permission. C'est Seth Godin qui a introduit le terme de permission marketing. Je pense qu'il a fait progresser la profession d'un grand pas en attribuant ce concept. Sachant qu'en plus de ça, on est dans un environnement où on va être de plus en plus réglementé. Vous savez que les nouvelles réglementations concernant la protection de la vie privée sont en train d'être votées. Ça pourrait toucher les cookies et l'utilisation que fait pour beaucoup d'entre nous des cookies. Ça pourrait être très contraignant, mais ça pourrait être aussi un bon appel à repenser les fondements et à nous concentrer sur ce qui est important. Parce que, tu le disais tout à l'heure, la problématique de la pression marketing, c'est une vraie question. Quand vous exagérez, vous faites monter le compteur dans le rouge, que font les consommateurs? Ils se bouchent les oreilles, autrement dit, ils vous classent parmi les spams, ils vous déclarent comme un spam dans l'outil de webmail qu'ils utilisent, et puis les plus actifs d'entre eux, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, et donc ils se plaignent, et vous avez plein de problèmes de délivrabilité, et vous voyez apparaître ces symptômes qui sont classiques, baisse des taux d'ouverture, baisse des taux de réactivité, des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui n'est vraiment pas l'objectif de ce qu'on recherche, nous, en termes de marque, c'est quand on vise la relation à long terme. Et puis les médias digitaux nous offrent plein de nouvelles opportunités d'entrer en relation avec nos clients, et qui vont nous amener vers ce qu'on appelle le marketing des flux entrants, qui est quelque chose de très particulier pour les entreprises, parce qu'on n'a pas l'habitude de traiter ces choses-là. On a pris l'habitude de communiquer en flux sortant, et on le fait de mieux en mieux, de manière de plus en plus ciblée. Mais en ce qui concerne le traitement des flux entrants, ça devient une particularité. Alors les fameux QR codes en sont un exemple, et de plus en plus de marques viennent utiliser ça. Mais ce qui est important, c'est s'il se trouve en aval. C'est-à-dire qu'enfin, on voit réapparaître dans la publicité en règle générale des méthodes de marketing direct, c'est-à-dire qui sollicitent le dialogue avec le consommateur. Mais derrière, ce qui manque encore, et c'est une des tendances du futur, c'est la capacité à aller convertir ces visites en des gens qui sont réellement devenus des consommateurs actifs et des consommateurs. Et une des caractéristiques sur ces choses-là, et là on commence à toucher à ce qui risque d'être réglementé, c'est la capacité à écouter et interpréter ce qu'on appelle le digital body language. C'est simplement quoi? C'est de faire l'équivalent de ce que les méthodes de target marketing font sur le web. Vous savez, quand vous avez été visiter un site de voyage et regarder une destination, après vous voyez arriver plein de bannières qui sont justement liées à la destination, simplement parce qu'il y a des gens qui, au travers des réseaux, écoutent ces différents comportements. Eh bien, il y a moyen de faire la même chose sur son propre site internet. Alors, ça peut être fait dans une vue de marketing direct et de service client. Je pense que c'est une tendance lourde du futur, et c'est une tendance qui devra être extrêmement accompagnée sur des bonnes pratiques en termes de méthodologie. Et c'est là qu'on arrive sur le terme de ce qu'on appelle le remarketing ou le retargeting. Je n'ai pas beaucoup utilisé ces termes de targeting parce qu'on n'a pas tellement envie de cibler ses clients et d'utiliser des termes militaires. Mais le remarketing, c'est cette capacité à écouter ce que dit un consommateur quand il utilise les médias sociaux et à lui renvoyer, dans la logique de ce qu'il a écouté, renvoyer un message pour le ramener aux endroits où il a abandonné le dialogue en espérant renouer le dialogue avec lui. Et ces méthodes-là sont extrêmement performantes. On a des chiffres au départ de certains de nos clients qui, ceux que vous verrez, sont extrêmement concluants si on a l'occasion d'en discuter. Et donc la question reste, est-ce que 2012 sera l'année du marketing intelligent? En ce qui nous concerne chez Stelligent, la façon dont on approche les choses, c'est un seul concept, c'est ce qu'on appelle des scénarios d'interaction. Et c'est quoi? C'est simplement la capacité pour un e-marketing, pour un e-commerçant ou pour un marketeur qui pratique le marketing direct, de modéliser sous forme d'un enchaînement d'actions et de réactions un dialogue ou un trajet avec un consommateur pour bénéficier d'occasions de contact qu'on sollicite quand on fait une campagne d'email ou dont on bénéficie quand on poste de bannière sur un site internet pour les amener jusqu'à des étapes de conversion. Et donc, il manque énormément dans la profession de gens qui sont capables de se mettre dans les pompes d'un consommateur et d'imaginer le trajet qu'on veut leur faire suivre. Donc aujourd'hui, la créativité dans les agences et chez nous, annonceurs, je pense qu'elle est débordante, elle donne des très belles choses. Ce qui manque peut-être, c'est ce caractère professionnel pour y arriver. Alors, la proposition, c'est qu'on reste connecté et puis qu'on entame un petit peu les débats sur le sujet. Voilà, excellent événement à tous et merci pour votre attention.